Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes avec notre club d'intellectuels, dont Gaspard Koenig qui déplie ses feuilles et qui fait le ménage, réunis donc pour évoquer les événements les plus marquants de la semaine. L'élection d'un vrai gauchiste à la tête du Labour anglais, conséquences sur le paysage des gauches radicales européennes. Un président exemplaire, mais une nomination qui déchaîne des accusations de possibles conflits d'intérêts, ça fait mauvais genre. Et puis bien sûr, Claude Askolovitch reviendra sur 2 dessins qui ont été jugés par certains très durs à avaler. Bonsoir Madame Dame. Bonsoir Elisabeth. Ça va Nadia? Ça va très bien. Bon, vous êtes heureuse? Toujours à côté de Renaud, oui, notre Renaud. Elle cache difficilement son bonheur. Bonsoir Elisabeth. Et comment le manifeste-t-elle, son bonheur? Passons. Qui sait? Vous nous direz ça plus tard. Renaud Dely, bonsoir. Pascal enfin un livre, Pascal Blanchard. Vous l'avez réclamé, je vous l'ai proposé. Vous voyez? Alors, oui, enfin vous y êtes mis à 3. On s'est mis à 3 pour analyser ce qui se passe en ce moment à l'aune un peu de regard historique. Le chapitre de Pascal Blanchard écrit en 2 heures. C'est un génie. Mais Aux éditions, La Découverte. À côté de vous, on est ravis d'avoir Hélène Jouan, la voix de France Inter, la voix de la Je suis ravie moi aussi. Du matin, vers 8h30, 8h33, selon les retards. Normalement 8h30. C'est ça. Normalement 8h30. On est très ravis et très contents de vous avoir avec nous dans le club. Et Gaspard Koenig, toujours directeur fondateur et entrepreneur, puisque vous nous avez révélé il y a quelques semaines que vous aviez engagé une employée dans votre think tank. Avec un vrai contrat. Alors, pour revenir Génération Libre. Non, n'en parlez pas. Enfin découvrir le vrai visage du libéralisme. Non, une fois suffit. Pour revenir au problème des fiches qui se plient, se déplient, à l'âge numérique, on devrait quasiment avoir des fiches dans les nets Google. Et Margaret Thatcher avait une bonne méthode que je devrais imiter, qui était aux communes, elle avait une petite fiche qu'elle mettait dans la paume de sa main, qu'on ne voyait pas. Oui. Bonsoir Yakana. Bonsoir. Vous êtes notre dessinateur ce soir et vous dessinez pour plusieurs supports, notamment et exclusivement d'ailleurs des supports belges. Bienvenue dans le club. On démarre avec le premier sujet, la première actualité, Renaud. Que se passe-t-il du point de vue des chancelleries occidentales par rapport à la Syrie? Y a-t-il une inflexion de leur attitude vis-à-vis de Poutine? Voilà, on le voit en tout cas, on l'a vu en France ces derniers jours. Il y a une inflexion de la diplomatie française qui semble maintenant faire de Daesh en Syrie le principal adversaire et de reléguer le fait de sortir Bachar al-Assad du pouvoir dans un deuxième temps. Est-ce que les diplomaties occidentales, dont la France, peuvent aller, Pascal Blanchard, jusqu'à s'allier avec Vladimir Poutine? On sait qu'il s'engage dans une tournée, Vladimir Poutine, qu'il entend conclure à l'ONU le 28 septembre en appelant justement à une coalition internationale aux côtés de Bachar al-Assad. En gros, il accélère une machine qui est en mouvement depuis à peu près 18 mois. La question, ça va être Poutine et les Iraniens. Ça va être un débat qui va être très compliqué pour l'Occident, surtout qu'Obama est en mauvaise posture avec justement les Républicains. Donc comment il va pouvoir à la fois parler avec Poutine, parler avec les Iraniens pour la situation, nous les Européens, revenir en fin de compte sur 3 ans de postulats anti-État syrien. Donc il va falloir quelque part suivre le rythme qu'impose aussi Poutine, de l'action, du mouvement. Il est en train de construire une piste, c'est pas pour évacuer les 20 000 Russes qui vivent actuellement en Syrie. C'est très clairement pour avoir un point aérien qui va pouvoir fonctionner d'ici à peu près 3 semaines sur la Syrie. Il est en train de donner un tempo, il prend le pouvoir diplomatique que l'Amérique n'arrive plus à avoir et qu'Obama n'arrive pas à avoir, et il impose à l'Europe de faire un choix. Et quelque part, l'Europe n'a pas d'autre choix que de suivre la stratégie de Poutine. C'est bien pour ça qu'il le fait maintenant. Donc il a gagné diplomatiquement, pour vous, il a gagné? Il a gagné parce qu'il a les moyens de sa politique. Il la met directement. Il n'annonce pas pendant 6 mois qu'il va bombarder. Il construit une piste, il est prêt, les techniciens sont sur le terrain, les officiers militaires sont sur le terrain, il connaît sa stratégie, il sait où il veut aller, et il a fixé l'ennemi, un ennemi unique. Ce qui permet notamment, même en Occident, qui est convaincu qu'aujourd'hui l'ennemi c'est Daesh. Plus personne ne pense... Plus personne ne parle du boucher de Damas. Exactement, Daesh est à la fois un ennemi immédiat, un ennemi dangereux, un ennemi qui grossit, et on se demande pourquoi on n'a pas agi avant que, quelque part, il soit aussi gros qu'il est aujourd'hui. Et néanmoins, Hélène Jouan, les 240 000 morts qu'on peut compter et décompter depuis le début de la guerre civile sont pour 80% des morts liés à la politique de Bachar el-Assad. Mais c'est pour bombardement de Bachar el-Assad. C'est pour ça que le problème aujourd'hui, la question, c'est moins de savoir s'il faut s'allier avec Poutine ou pas, parce que de toute façon, on n'a plus le choix aujourd'hui. La question, c'est de savoir si on est obligé d'accepter dans le panier Bachar el-Assad. Parce que ce que Poutine dit quand même, et ce qu'il va aller dire à l'Assemblée générale des Nations Unies le 28 septembre prochain, c'est rien ne se fera sans Bachar. Or, effectivement, il y a quelques mois, on parlait encore du boucher de Damas. On a bien vu l'inflexion des diplomaties européennes. Il y avait Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, qui était l'invité de France Inter cette semaine, et qui disait très clairement notre ennemi, c'est Daesh, l'ennemi du peuple syrien, c'est Bachar. Marquons bien la distance. Voilà, on marque bien la distance, sauf que ça reste quand même moralement inacceptable de tout à coup parler et faire comme si Bachar faisait partie de la solution. Poutine fait partie de la solution, c'est sûr.
Bachar, on peut quand même peut-être encore se dire que la diplomatie peut faire quelque chose. D'autant que le régime syrien et Bachar el-Assad ne sont pas étrangers aussi au mouvement de réfugiés. Certes, les réfugiés fuient Daesh, mais ils fuient aussi pour nombre d'entre eux le régime syrien. Et en priorité. Les deux sont liés. Il faut quand même rappeler que ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que le printemps arabe s'étendait peu à peu dans la région, avait gagné la Syrie, et que les chancelleries occidentales pensaient que rapidement Bachar el-Assad serait renversé. D'ailleurs, je me rappelle que notre ministre des Affaires étrangères avait dit c'est une question de semaines ou de jours. Donc c'est de ça dont ils étaient convaincus. Donc c'est aussi un pari diplomatique. Après, c'est la situation actuelle qui est complètement aberrante. Quand on voit que le général américain responsable sur place, le général Austin, devant le Sénat américain, explique qu'il ne sait pas trop ce que font les Russes. Que cette base à l'attaquer, que les Russes sont en train de construire, on ne sait pas à quoi elle va servir. Il y a des soldats russes et que d'ailleurs, il risque d'y avoir des dommages collatéraux entre les deux armées, puisqu'on ne sait pas où sont les uns et les autres. Donc c'est quand même incroyable que les deux armées soient à ce point mal coordonnées. Et que donc John Kerry dit peut-être devrions-nous quand même établir un meeting ou une ligne de communication. Qu'on se croit presque revenu au temps de la guerre froide. Et il est évident. Pourquoi Daesh est l'ennemi commun? Simplement parce que Daesh veut établir un califat mondial. C'est du moins ce qu'il dit. Donc c'est l'ennemi du monde. Donc, c'est assez logique de ce point de vue-là que le monde se regroupe contre lui. Après, il y a un problème qui est séparé, qui est, croit-on à la fin de l'histoire, à la Fukuyama, et que les États doivent évoluer vers plus de marchés, plus de droits et plus de démocratie, ou croit-on, comme Kagan, et ça a été un grand débat historique aux États-Unis, au retour de l'histoire et à l'affrontement d'États souverains? Moi, je suis dans le camp de ceux qui croient fermement au progrès, et il faut le dire, surtout dans ces temps un peu pessimistes, et que donc, une fois qu'on aura réglé le problème de Daesh, on pourra continuer à intervenir dans les pays dictatoriaux. Il y a surtout, juste un mot avant de un rééquilibrage d'une vraie bipolarité. Poutine a démontré dans plein de pays, et maintenant en Syrie, c'est-à-dire bien au-delà de sa périphérie immédiate comme l'Ukraine. Pendant ce temps-là, on ne regarde plus l'Ukraine, effectivement. Il l'a dit. Et puis d'ailleurs, il a calmé le jeu en Ukraine. Il a imposé une règle du jeu. Il va l'imposer à l'ONU. Et puis il explique aux Américains qu'ils ne sont plus maintenant les seuls à décider au Moyen-Orient. C'est ça qui perturbe beaucoup les Américains. Mais ils ne sont tellement pas les seuls que c'est quand même parce qu'il y a 3 ans, ils n'ont rien voulu faire. Et c'est aussi leur inertie. C'était stratégique. Mais aujourd'hui, on paye cette inertie-là. Exactement. Alors, Yakana, vous avez 2 dessins, paraît-il. J'ai fait 2 dessins. Donc, dans le premier, en Europe, Angela Merkel qui accueille les réfugiés, Refugees Welcome. Et en Syrie, Bachar el-Assad, Russian Tax Welcome. C'est un peu ça, oui. C'est bien, mais on ne rit pas. Et le deuxième? Et alors, le deuxième, donc, j'ai fait Vladimir Poutine qui arrive dans le jeu syrien. Pardon, messieurs, il reste une petite place pour moi. Merci Yakana, et place à la musique d'Ennio Morricone pour le duel au soleil. J'ai mon harmonica, Isabelle. Oui. De Renaud Dely. D'un côté, alors voilà, d'un côté un banquier. Et bien voilà, à gauche, si j'ose dire, un banquier, François Villeroy de Galhau, qui est banquier et haut fonctionnaire, 56 ans, et que François Hollande vient de proposer donc pour prendre la tête de la Banque de France. À droite, Thomas Piketty, économiste talentueux et désormais renommé, notamment depuis le succès mondial de son dernier ouvrage, Le Capital, au XXIe siècle. Le premier, François Villeroy de Galhau, donc multidiplômé, énarque, représente exactement, c'est l'incarnation de ces élites françaises qui nous gouvernent. Il a poursuivi une brillante carrière, en particulier dans les cabinets ministériels, évidemment sous les pouvoirs de gauche. Il a été successivement, notamment, conseiller de Pierre Bérégovoy, puis de Dominique Strauss-Kahn à Bercy. Mais depuis 2003, François Villeroy de Galhau était revenu dans le privé, plus précisément à la BNP, au groupe BNP Paribas, dont il était directeur général. Et c'est précisément ce que lui reproche Thomas Piketty. Thomas Piketty, c'est la figure de proue d'une tribune qui est co-signée par 150 économistes et universitaires, et laquelle tribune proteste donc contre la prochaine nomination de Villeroy de Galhau à la Banque de France. Les signataires dénoncent, je cite, un grave problème de conflit d'intérêts. Comment servir le monde bancaire, puis en assurer le contrôle, en toute impartialité quelques temps plus tard, demande-t-il en substance. Évidemment, il y a un étrange mélange des genres. Piketty et ses amis appellent donc les commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat à rejeter la candidature de Villeroy de Galhau, puisqu'elle leur sera soumise le 29 septembre prochain. Pour se faire accepter, le banquier, lui, il a adressé une lettre au président de la commission des finances de l'Assemblée, une lettre dans laquelle il prend de nombreux engagements, justement pour, je le cite, prévenir tout risque de conflit d'intérêts. Il s'engage notamment à ne percevoir aucune rémunération différée de BNP Paribas, à ne conserver aucune action d'aucune banque ou d'aucune compagnie d'assurance, ou encore, dit Villeroy de Galhau, il ne participera à aucune décision concernant BNP Paribas
ou une de ses filiales au cours des 2 prochaines années. Tout ça, pour Thomas Piketty, c'est du blablabla. Ce sont des vaines promesses qui lui semblent en tout cas insuffisantes. Et c'est là qu'on se rend compte que le jeune économiste Piketty, en fait, est devenu en quelque sorte le Jiminy Cricket de François Hollande. Il l'avait soutenu en 2012. Et aujourd'hui, c'est sa mauvaise conscience. C'est la mauvaise conscience qui pointe l'abandon des engagements du président, tant sur le plan fiscal que sur la lutte contre les inégalités. Et aujourd'hui, en tout cas, d'après Thomas Piketty, voilà, la fameuse République exemplaire. Alors, pourtant, on peut quand même se demander si c'est si scandaleux que ça de nommer finalement un banquier à la tête de la Banque de France. Mais on peut aussi s'interroger pour savoir s'il était vraiment impossible, Gaspard Koenig, de trouver un banquier, un candidat qui cumule à la fois expérience et indépendance. Ça n'existe pas ? D'abord, on fait tout un foin pour quelque chose qui ne sert plus à grand-chose, qui est la Banque de France, sinon à nourrir ses 10 000 employés, puisque je rappelle que la France n'a plus de politique monétaire propre. Donc en fait, il sert surtout à siéger au Conseil des gouverneurs. Elle supervise un peu quand même. Non, parce que maintenant, pas avec l'Union bancaire, puisque maintenant la supervision va être déléguée au niveau européen, et par ailleurs, le gouverneur de la Banque de France a surtout comme fonction de siéger au Conseil de la BCE. Moi, ce qui me choque, c'est moins le fait qu'il ait été banquier avant, parce que c'est l'histoire de beaucoup de banquiers centraux. Ce qui me choque, c'est la procédure. En fait, il n'y a pas de procédure. C'est une espèce de nomination. Le fait du prince, vous voulez dire. Attendez, non, mais il va y avoir. Les commissions des finances peuvent valider ou pas. Je sais. Après, la proposition vient de l'exécutif. Voilà. Et grosso modo, on prend comme d'habitude le mec de l'inspecteur des finances qui traîne, qui doit être propre sur lui. Enfin, on en connaît 15 comme lui. Enfin, bon, donc vous dénoncez le fait du prince. Et je compare quand même, rappelez-vous que quand la Banque d'Angleterre a voulu recruter son nouveau gouverneur, ils ont fait quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ils ont fait une procédure de recrutement ouverte. Il y avait des petites annonces dans les journaux anglais, je me rappelle, il y a quelques années, qui disaient on cherche gouverneur de banque centrale, voici les qualifications. Résultat, il y a eu 9 candidats qui ont été présélectionnés. Il y avait un panel, ils ont interrogé, et finalement, ils ont pris un Canadien. Et c'est quand même assez incroyable. Ils ont pris quelqu'un qui faisait je veux dire, ça rafraîchirait la Banque de France. Ça rafraîchirait tout. Je précise qu'il vit à Londres, donc il est d'un patriotisme pour le Royaume-Uni énorme. Quelque chose qui est assez simple, c'est que la question s'est posée sur la compétence. Et la procédure a accompagné cette notion de compétence. Ce qui dérange dans cette affaire-là, c'est pas que c'est la première ou le fait du prince. Il a la compétence. Mais il n'y a aucun doute qu'il ait la compétence. Sauf qu'il est le seul, d'un seul coup, à avoir la compétence. C'est ça qui fait débat. On sait tous, ça n'existe pas une personne unique pour un poste unique. Dans une république exemplaire, on se pose la question de qui pourrait être compétent. On réfléchit à savoir, entre plusieurs candidats, celui qui pourrait obtenir le poste. Et la procédure est tout à fait normale, il peut y en avoir d'autres. Mais au moins, on aurait pu imaginer que le Parlement n'est pas un choix unique, mais le choix entre plusieurs personnes et disent à un moment, même si on sait, comme pour le CSA des fois, que c'est un peu compliqué, malgré le choix avec plusieurs candidats, que quelque part, c'est ce qu'on attend dans la République exemplaire, qu'il y ait plusieurs candidats. Voilà. Et pas le choix entre le même. Voilà. Et ce qui choque là, c'est que c'est l'énième candidature unique et qu'on a l'impression qu'on est dans une monarchie et pas dans une république. Ouais, de fait, ça illustre quand même l'endogamie du pouvoir. Exactement. Alors celui d'aujourd'hui comme celui d'hier et peut-être celui de demain. Yakana. Éternel cycle. J'ai dessiné capitaliste du XXe siècle contre le capital au XXIe siècle. Même pas mal. Vite sa presse internationale, repérée parmi toutes les unes de la presse mondiale cette semaine, celle du quotidien californien Orange County Register de mardi dernier qui affiche des routes, des arbres et des maisons en feu. La Californie se consume depuis 8 jours au moins. Le gouverneur de Californie, qui est démocrate, Jerry Brown, a relié il y a quelques jours la sécheresse qui favorise la propagation de ces feux au réchauffement climatique. Et alors là, quand même, je m'interroge, Hélène Jourdain, parce que ce Jerry Brown est un peu inconséquent. C'est le même homme qui, il y a 8 jours exactement, a cédé au lobby pétrolier et a annoncé que la Californie renonçait à diminuer de moitié sa consommation de pétrole. Donc on a l'impression d'être face à quelqu'un qui est à la fois pompier et pyromane. Oui, mais c'est l'ambivalence qu'on retrouve un peu partout. Je veux dire, Barack Obama, quand il va en Arctique pour vendre, si je puis dire, ou en tout cas vanter tout ce qu'il faut faire contre le réchauffement climatique, quelques jours avant, il a concédé à Shell. Exactement. Absolument. Et ça, on le voit, on peut aussi parler de la France, mais enfin, les États-Unis sont particulièrement peu exemplaires en la matière. D'accord, donc des paroles, mais rien, aucune action conséquente. Non, et là on voit qu'en plus c'est un drame qui est là, parce que pour nous Français on a du mal à imaginer, mais c'est 5 fois Paris qui a brûlé. Oui. Donc là on se rend compte concrètement, pour les Américains, ça devient un enjeu de la candidature, enfin de la campagne présidentielle des États-Unis justement. Oui, ça va en être un parce qu'ils sont en train de se rendre compte sur des événements comme ça. D'abord ça a touché beaucoup d'habitations, ça a touché une population. 23 000 déplacés. Exactement, 5 fois Paris. Je veux dire qu'en termes de superficie, ça fait la une de toute l'actualité américaine depuis plusieurs jours. Donc quelque part c'est un impact très concret de voir sur la vie des Américains, sur leur maison, sur leur propriété. Pendant ce temps-là, Donald Trump lui considère
considère que le réchauffement Oui, mais climatique, Donald Trump, ce sont des belles oui, mais idées. on le sait, on le sait. On sait très bien qu'il est à côté de ces questions-là, puisqu'il n'est jamais dans le Et concret. il progresse dans les sondages. Oui, mais il est progresse chez il est certains favori. dans les sondages et dans la branche la plus ultra. Les vraies questions sur les vrais débats de l'Amérique n'ont pas commencé. Là, ils sont en train de se battre entre républicains pour savoir quel est le pire qui sera désigné en premier. C'est classique chez les républicains. Généralement, ils tombent et après, on trouve quelqu'un qui est à peu près dans l'entre-deux. C'est un vieux processus. Les vraies questions n'ont pas émergé et ce débat-là va être au cœur de la Les campagne. questions environnementales. Exactement. Parce que les États-Unis se rendent compte. Parce que les 6 mois qui viennent ça vont devient beaucoup crucial. parler de ces Alors, questions-là. En même temps, il ne faut pas exagérer d'avoir des feux de forêt. Il y en a tous les ans en Californie. Alors, c'est dramatique. Attendez, C'est dramatique pour les gens qui ont des habitations à côté. Mais je rappelle que les feux de forêt, notamment dans l'écosystème méditerranéen, c'est aussi un processus de régulation naturelle. Surtout en Californie. De la biodiversité. Et qu'après un feu de forêt, des études montrent qu'en fait, la biodiversité augmente. Au bout de Parce que combien de dizaines d'années? Non, tout de suite. Augmente-t-elle? En fait, elle augmente tout de suite. D'accord. Et ensuite, elle Surtout redescend. au cœur de Londres. Non, mais ça brûle bien. Mais non, mais c'est Mais toi. la vérité. Et ensuite, Oui, elle mais- redescend. Et on a souvent des processus de régulation naturelle qui fait que les choses, il faut des fois détruire pour reconstruire. Mais pas sur des superficies comme celle-là. Schumpeter sort de ce corps. Là, c'est totalement destructeur. Là. Vous l'avez Après dit. la pluie, le beau temps. Oui. Alors, Yakana, la conclusion de Yakana, s'il vous plaît. Et donc j'ai fait 2 dessins. La Californie, ça reste le must pour le bronzage qui tue. Et puis je me rappelle que Maxime Le Forestier était un spécialiste de la Californie. Donc, Maxime Le Forestier revient. C'est une maison. Oh. sur la colline. Eh bien, on reste aux États-Unis, chez les États-Uniens. Nadia, avec ce tweet. Quel tweet? Une série de tweets. Ah, une série de tweets, Oui, pardon. c'est mon hashtag Non, mais une de la histoire semaine. incroyable. Absolument. Un jeune ado. Oui, un jeune ado qui s'appelle Ahmed et qui a donné naissance à ce hashtag I stand with Ahmed, qu'on pourrait traduire par Je suis avec Ahmed. Ahmed, c'est lui, c'est un jeune garçon de 14 ans, un adolescent américain qui vit à Dallas, au Texas. Ahmed, c'est un petit génie bricoleur qui est fan d'ingénierie, c'est ce qu'on appelle un nerd ou un geek. Un adolescent, en tout cas sans histoire, jusqu'à lundi dernier. Ce jour-là, Ahmed apporte dans son petit cartable une toute petite mallette qui contient une horloge numérique qu'il a passé la nuit à fabriquer dans sa chambre et qu'il apporte à l'école pour la montrer assez fièrement à ses profs. Ça ressemble à ça. Pendant un cours, l'horloge sonne de manière inopinée. Un prof découvre l'objet, il prévient immédiatement le directeur du collège qui prévient à son tour la police. Et quelques minutes plus tard, Ahmed est menotté et arrêté, comme le montre cette photo qui a été publiée sur Internet par sa sœur. Il est donc clairement soupçonné d'avoir fabriqué une bombe artisanale pour une attaque terroriste. Il est aussi, Ahmed, musulman et d'origine soudanaise. La police finira par le relâcher quelques heures plus tard. Elle ne l'a pas laissé contacter ses parents. Le web, la presse d'abord, et le web s'est emparé de cette histoire pour dénoncer une arrestation abusive. Évidemment, 2000 tweets par minute ont été postés. Des centaines d'internautes se sont pris en photo avec une horloge. Évidemment, c'était trop facile. Ici, le Conseil des relations américano-islamiques, d'autres internautes ont publié cette photo assez intéressante de 2 enfants blancs qui posent fièrement dans les rues de Chicago en toute impunité. Là, la police ne vient pas les arrêter. Certains ont pris le parti d'en rire. Jaune, comme ici, avec ce tweet. Les Britanniques, ça va intéresser Gaspard, les Britanniques ont fabriqué une gigantesque bombe, possiblement arrimée à ce qui ressemble à une roquette. Mais le tweet dont tout le monde parle, c'est celui de Barack Obama lui-même, puisque le président américain s'est adressé à cet adolescent. Il lui dit que son horloge est absolument super. Il lui demande de venir lui montrer à la Maison-Blanche. La NASA, dont Ahmed portait le t-shirt, on l'a vu le jour de son arrestation, l'a également invité. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, Ça va aller 3 heures de garde à vue. Google, etc., lui ont proposé d'effectuer des stages. Précisons tout de même que ni la police ni l'école n'ont présenté d'excuses à ce jeune garçon de 14 ans, rappelons-le. Une réaction rapide. rapidement, une réaction rapide. Non, mais ce qui montre à peu près le degré à la fois de phobie dans le monde scolaire américain, et on peut quand même le comprendre vu Oui, ce on peut qui le se comprendre. passe dans le monde scolaire. C'était depuis quelques jours 15 ans. après l'anniversaire du 11 septembre. Exactement. Ah, Et en plus, je rappelle il y a qu'il y a des shootings quand quelques même assez jours, il y a eu réguliers. un attentat dans une école, donc il y a une pression omniprésente. Et c'est vrai qu'il y a une sursurveillance, et on le comprend tout à fait. C'est-à-dire qu'on a des enfants. Enfin, sauf à les l'école. gamins dans la rue, là. hein. Voilà. Et Il y de a l'autre il y a pas de côté, problème. c'est aussi tout le climat face aux populations, tout simplement de confession musulmane aux États-Unis aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a une angoisse qui monte. Il y a trois étudiants musulmans qui ont été assassinés il y a quelques mois. Et n'oubliez pas que le débat et la réaction dans la presse sur la déclaration d'Obama d'accepter 10 000 réfugiés syriens. Il faut voir comment la presse de droite s'enflamme et Fox depuis quelques jours 10 000 dessus. sur 300 millions. Exactement. Quelques Donc c'est habitants. une angoisse qui est aujourd'hui intimement et doublement américaine. Yakana, tic-tac, tic-tac. Alors j'ai fait un policier qui... Ahmed plus bricolage égale boum. Ouais. Et un Obama très mal fichu qui dit « Excuse ma police, ton horloge interne est beaucoup plus mal foutue que la tienne. » Merci Yakana. Renaud Dely, la deuxième actualité de cette semaine concerne la Grèce à ma droite et à ma gauche.
le Royaume-Uni, Voilà. Corbyn, Tsipras, des législatives dimanche pour la Grèce et une élection, un plébiscite. Plébiscite samedi dernier de Jeremy Corbyn à la tête du Labour. Est-ce Finalement, que tous ces gens vont pouvoir gouverner? La question qui se pose, c'est on voit que dans l'ensemble de l'Europe, en tout cas dans nombreux pays européens, à gauche, il y a une poussée de la gauche radicale, au détriment d'ailleurs de la social-démocratie qui a échoué ces dernières années dans nombre de cas, mais qu'ensuite, une fois au pouvoir, quand elle parvient au pouvoir, ce fut le cas en Grèce avec la victoire de Syriza au mois de janvier, finalement, cette gauche radicale, elle semble trahir les espoirs qu'elle a fait naître dans l'opposition. Je vous vois sceptique, Pascal Blanchard, mais Vous ne pouvez pas être caricatural, ce n'est pas votre genre ni votre Vous non plus, Pascal Blanchard. Vous ne pouvez pas caricaturer. Il y a un contexte particulier qui fait que sur le cas grec, il s'est retrouvé face au monde entier où il a dû trancher. Et au contraire, on devrait reconnaître qu'il a eu un rôle de responsabilité. Quelque part, il a géré en tant que chef de gouvernement la situation. Après, on peut considérer qu'il n'a pas été à 100% en phase avec son électorat. Mais quelle crise il a dû vivre? Alors justement, on a la preuve. Il en a parlé tout récemment, Alexis Tsipras, lors d'un débat télévisé dans le cadre de cette campagne législative dont les élections, dont le scrutin aura lieu dimanche, donc, face au leader de la droite, de Nouvelle Démocratie. Et voilà ce qu'expliquait Alexis Tsipras. Nous avons essayé, nous nous sommes battus, nous n'avons trahi personne. Exactement. Voilà. On a essayé, on s'est battu et on n'y est pas arrivé. C'est un social-démocrate. Oui, nous n'avons trahi personne. Mais il a essayé de travailler aussi en tant que chef de gouvernement. Vous n'allez pas lui reprocher d'avoir eu un rapport de responsabilité. En même temps, il n'a pas trahi ses valeurs. Il essaye de gouverner en face avec des valeurs et un électorat radical dans l'opposition, réformiste au pouvoir, c'est ça l'erreur classique de toutes ces analyses, c'est de penser que la gauche propose une utopie et qu'ensuite cette utopie se heurte au réel et que donc il faut un peu la diluer et que hélas on doit se compromettre avec les réalités du monde. La vérité, c'est que cette utopie, c'est un enfer et que quand vous regardez les programmes de Tsipras, comme de Iglesias, comme de Podemos, comme de Jeremy Corbyn, ce sont des programmes répressifs. Vous ne pouvez pas nationaliser. Quand vous nationalisez les industries, quand vous rabaissez, ce sont des programmes extrêmement vieillots et ringards. Soyez conscients. Nationaliser le chemin en Angleterre, c'est pas vieillot. Si encore la gauche se réinventait, prenez en charge les nouvelles technologies, le revenu universel, enfin il y a quand même plein d'idées qui circulent, au lieu de nous ressortir les nationalisations, l'État reprend le contrôle. Grosso modo, ces programmes, c'est l'État reprend le contrôle de tout, l'État reprend le contrôle de votre vie, l'État va vous donner des jobs, l'État va limiter les salaires, l'État va interdire le chômage. Et ça, c'est la recette du socialisme. François, avant 83. C'est du socialisme répressif. Les recettes, elles sont Jeremy Corbyn, c'est Retour vers le futur, Hélène Jouin, c'est ça? C'est la gauche vintage? Mais non, mais le problème, c'est que c'est vrai que ces recettes, elles sont pas nouvelles. On les a essayées en plus pendant un siècle. Voulez-vous? Non, on les a pas essayées pendant un siècle. Et en l'occurrence, par exemple, c'était le programme du Labour en 83. Oui. Le 83 a fait son pire résultat et ses pires résultats électoraux à partir de 83 et qu'il a fallu attendre effectivement que Blair arrive avec sa troisième fois et son New Labour pour changer. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un plébiscite de Corbyn. C'est que les gens, à un moment donné, une partie, l'électorat, c'est pas vote Corbyn. Donc, ça dit quand même, c'est un symptôme de ce que pense une bonne partie de l'opinion. 60% des militants travaillistes. Et ça dit l'échec, en tout cas, de la social-démocratie en Europe en général, qui a totalement échoué à réenchanter un rêve. Rêve de gauche, c'était quand même la promesse de François Hollande. N'en parlons même pas. N'en parlons pas. Lui, il n'y avait même pas de vision. Il est dans un tropisme par rapport à la gauche. Il a beaucoup de mal à s'ouvrir. Une photo. Je crois qu'il y avait peu cru. Il a beaucoup de mal, tu ne peux pas comprendre. Vous n'avez pas une photo? Non, revenons à Corbyn. Vous qui vous intéressez au Royaume-Uni, Gaspard, je vous montrais justement une photo de celui qui sera peut-être le futur Premier ministre d'ailleurs britannique, Jeremy Corbyn, muet, c'est-à-dire refusant de chanter le God Save the Queen à l'occasion d'une cérémonie. Ne chantant pas God Save the Queen. Il n'y a pas d'acte. Il n'a pas refusé. C'est volontaire. Non. C'est une forme de résistance passive. Il oublie de chanter God Save the Queen. Dans une cérémonie. Il n'est pas en phase avec la monarchie, il considère que ça devrait être une république. Il assume. Si le Labour voulait passer 20 ou 30 ans dans l'opposition, il ferait exactement ce que fait Jeremy Corbyn et qui va lui aligner les 95% de Corbyn. Excellent. 95% de Britanniques qui adulent cette reine. Moi, cela dit, je suis monarchiste. Non, moi je suis républicain aussi et j'apprécie les gens, effectivement. Alors, il a des idées, on va se reprocher d'assumer pleinement son choix. Absolument. Et ce que reflète cette élection de Corbyn, c'est que les gens ont besoin, et d'ailleurs je la compare tout à fait au discours de Trump, ce sont des discours protectionnistes. Les deux sont des discours protectionnistes et souverainistes. Ils veulent sortir de toutes les organisations multilatérales et ils veulent fermer les frontières. Corbyn comme Trump. Non. Corbyn, on ne peut pas dire ça. Absolument. Il veut sortir de l'OTAN. Il veut sortir de l'OTAN. Il veut sortir de réfugiés. Il veut sortir de l'OTAN.
l'OTAN, il veut sortir de l'OTAN, il est de plus en plus eurosceptique. Alors cela dit, j'ai écouté hier le Prime Minister Question Time, qui est donc sont les questions au Premier ministre. C'était la première fois que Corbyn intervenait. Et c'était très intéressant. D'abord, j'adore ça parce que c'est de la vraie démocratie au Royaume-Uni. Oui, concluez, cher Gaspard. Et Corbyn a dit quelque chose avec lequel je suis en total accord. Il a dit à Cameron, c'est inquiétant. Comment avez-vous pu oser descendre de manière arbitraire les loyers des habitats sociaux. En faisant ça, vous allez ruiner les promoteurs. Et Cameron a dit, et donc si vous voulez, c'est l'argument anti-Duflot. C'est intéressant que vous soyez d'accord. C'est l'argument anti-Duflot contre les loyers réglementés. On se disait aussi, on croyait qu'il allait quand même Corbyn. Les Britanniques gardent une logique de marché jusque dans la gauche extrême. Et voilà le résultat. Stop, c'est le destin des Yakana. On y reviendra, mais là, Yakana, il faut avancer. Donc les leaders de la gauche radicale arrivent aux portes du pouvoir et le portier leur dit « Désolé messieurs, c'est une soirée habillée, le dress code est bleu clair ou rose pâle ». Le mot... Ah, et un deuxième dessin. Ah bah dites. C'est Hollande bien entouré par... un peu encadré par les leaders de la gauche radicale et qui... Et si je me radicalisais un chouïa d'ici 2017. Merci Yakana. Le mot de la semaine, un mot qui a dominé l'actualité européenne cette semaine, de l'Allemagne à la Hongrie. L'Allemagne avec Angela Merkel qui a annoncé vouloir commencer à envisager de fermer ses frontières à la Hongrie où c'est véritablement fait. Et la France où Manuel Valls, Renaud Dely, c'est bien votre nom, a lui aussi annoncé avant-hier qu'il n'était, il était question de rétablir le contrôle aux frontières. Ponctuellement, des contrôles aux frontières. Hélène Jouin, est-ce que ça veut dire la fin du rêve Europe ? Schengen, qui était aussi la libre circulation des personnes en Europe, c'est une utopie européenne qui a contribué à faire avancer l'Europe. C'est la fin de ce rêve-là ? En tout cas, c'est une terrible régression. C'est-à-dire qu'on avait déjà plus ou moins... on s'était dit que la politique économique et l'euro, ça a déjà été très fragilisé avec évidemment la crise, depuis la crise de 2008 et puis ce qui s'est passé avec la Grèce. Là, c'était ce qui tenait encore un petit peu le rêve européen. Alors ça faisait pas rêver tout le monde, la libre circulation, mais voilà, et ça on a l'impression que ça se délite. Et moi je trouve que c'est vraiment une régression terrible de se dire, alors certains disent c'est formidable, on revient, l'État revient. Moi, pour moi, c'est un vrai délitement et de l'idée européenne. C'est ne pas regarder l'Europe depuis 15 ans, qui met quand même dans plusieurs de ses points, en Grèce, en Bulgarie, en Espagne, avec Melilla, face au Portugal, et donc face au Maroc, ça avait déjà commencé, des frontières. Cette Europe n'est plus du tout une Europe de libre circulation. À partir du moment où la couleur de votre peau, la couleur de votre peau n'est pas la bonne, votre religion n'est pas la bonne, votre statut n'est pas le bon, et que vous êtes Lampedusa, ça fait 15 ans qu'on en entend parler. La Grèce qui a monté un mur face à la Turquie, la Bulgarie, ça fait 4 ans que ce mur est édifié. Attendez. L'Angleterre, la célèbre Angleterre, qui empêche aujourd'hui, à travers Calais, les populations qui veulent y aller d'y rentrer. Excusez-moi. L'Allemagne a une attitude différente. Oui, mais attendez, l'Europe est devenue une citadelle. Qu'on en pense quoi ? Le contrôle dans la Méditerranée, ce qui se passe en ce moment, c'est que la passoire est en train d'exploser. Parce qu'il y a un flux de population qui arrive. Mais ce grand repli européen, nous, très. Vous voulez dire que ça fait plus de 15 ans. Mais ça fait 15 ans qu'on veut vivre entre nous. Et qu'on ne veut pas le voir. Non, mais là, c'est pire. C'est même plus qu'on veut vivre entre nous. Là, c'est les États qui récupèrent en plus. Parce que là, c'est la réalité sociologique. Pardonnez-moi, mais vous confondez tout. C'est-à-dire que vous confondez les frontières intérieures à l'Europe et les frontières extérieures de l'Europe. Là, ce dont on parle bien et qui est proprement parce que c'est l'extérieur scandaleux, l'extérieur a sauté. C'est de rétablir les frontières intérieures. Et pour ceux qui veulent traverser, moi, je rêverais que l'Europe soit un État plus homogénéisé, au moins dans sa gouvernance, et que donc on ait des frontières extérieures qu'on contrôle évidemment, ne serait-ce que pour les migrations économiques. Le bonheur, vivre entre nous et bien refaire. Pas du tout, mais vous n'allez pas tout ouvrir non plus. Moi aussi, je suis pour un monde sans frontières. Mais vous rêvez d'un alors vous avez des frontières, vous contrôlez vos migrations économiques, vous prenez vos réfugiés politiques parce que c'est leur droit, c'est un droit universel, vous les prenez tous, et ensuite vous les répartissez. Vous les prenez tous. Vous les prenez tous, dit Gaspard Koenig. Là, on en est à quoi ? On en est à 500 000. C'est à peu près dans les ordres de grandeur des années 90 sur l'ex-Yougoslavie. Et ça fait 0,01% de la population européenne. Donc, et on avait, je rappelle, pris 120 000 boat people. Et les Arméniens et les Russes blancs. Et c'est une longue tradition. Et finalement, et en plus, soyons un peu fiers de ça, parce qu'aujourd'hui, dans le monde qui s'annonce, que vend l'Europe, sa valeur ajoutée, c'est le soft power et le droit. Donc si on perd, c'est plus l'industrie. Donc si on perd là-dessus, on perd dans le monde de demain, et tout simplement un jour plus personne ne voudra y venir en Europe, et là ça sera encore plus dramatique. On a encore du temps. Yakana. Oui, donc je me souviens qu'en 89, c'était la Hongrie qui avait ouvert ses frontières la première. Donc j'ai fait un policier hongrois qui dit génial, j'ai retrouvé tout le stock de barbelés soviétiques il y a 25 ans.
Les martyrs de la liberté d'expression, nos camarades de Charlie Hebdo, sont accusés d'aller trop loin dans l'expression de leur liberté féroce, celle de tout satiriser. C'est la polémique de la semaine et c'est l'histoire de Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Elisabeth, et c'est une bonne nouvelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, c'est une bonne nouvelle si Charlie Hebdo est de nouveau détesté, aussi bien par des pudibons que par des belles âmes sincèrement blessées. Je ne parle pas ici des islamistes djihadistes assassins qui ne désarment pas, ils ciblent toujours les survivants du journal décimé. Non, je parle de tous ceux qui n'ont pas aimé, sincèrement, que le journal Charlie grince sur le drame des réfugiés et sur le drame du petit Aylan. Voilà, Charlie, c'est un dessin de Riss qui associe le petit noyé à une publicité pour McDo, et oui, c'est la réalité, à une respiration près. Ce gamin serait devenu comme nos enfants, promis aux graisses saturées et à la malbouffe et à McDo, et nous allons toujours prospérer dans la malbouffe, puisque nous prospérons même quand d'autres enfants se noient. C'est sale de se foutre de la mort et de nos beaux sentiments, et Charlie est devenu un objet international de désapprobation qui sent parfois le règlement de compte. Par exemple, quand le représentant d'une association qui s'appelle les Avocats Noirs du Royaume-Uni explique que Charlie est raciste et représente le déclin moral de la France. Et cette phrase est immédiatement relayée par un vétéran estimable de la lutte contre l'islamophobie. Ça montre qu'il y a un effet d'aubaine. Les mécréants qui caricaturaient le prophète sont aussi des gens qui ne respectent même pas les petits martyrs réfugiés. Maintenant, à côté des effets d'aubaine, il y a aussi des déçus sincères, des gens qui réalisent que Charlie était méchant. Ah bah ouais, Charlie est méchant, c'est même étudié pour bête et méchant. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on disait au temps glorieux de Harakiri Hebdo. Charlie ne respecte rien, Charlie ne respecte même pas la mort, Charlie se moque de la mort et même de la sienne. Charlie pète à la gueule du consensus et des belles manières. Évidemment, il n'y a pas plus consensuel que le petit Aylan, ce pauvre gosse qui nous a réveillé notre indifférence envers la Syrie. Et c'est ça l'histoire. Le consensus, l'unanimité, la mollesse de l'unanimité. Depuis l'horreur de janvier, Charlie Hebdo était entouré d'une ouate de gentillesse conformiste. Il appartenait à tout le monde, ce pauvre journal. C'était l'organe central du camp des gentils, l'organe central de la liberté d'expression, l'organe central de cette liberté d'expression qui n'est jamais autant prisée que quand elle s'en prend à des islamistes que de toute manière tout le monde déteste. C'était le journal des valeurs de la République et du pouvoir de la France qui se redresse. La laïcité, le politiquement correct, voilà, il y avait autour de Charlie un esprit de sérieux qui ne s'est pas totalement dissipé, mais qui a bien été entamé par la profanation de Aylan, et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, cette profanation. Non, Charlie n'est pas Charlie, non, Charlie n'est pas un slogan, non, Charlie n'est pas un catéchisme républicain, Charlie c'est un journal, c'est un canard qui doit être moche et méchant pour être fidèle à lui-même, et c'est aussi surtout une communauté humaine blessée qui a dû partager son deuil avec la terre entière et qui a pour cela été volée de son deuil. Ce n'est pas sur moi, ce n'est pas sur vous que les Kouachis ont tiré sur le 7 janvier, ils ont tiré sur Charb et sur ses amis. Et tous ceux qui sont passés par là le savent, la mort, le deuil, c'est très compliqué, c'est très long, ça vous appartient. Ça appartient à ceux qui ont souffert réellement, pas aux autres. Et du coup, en se moquant de Aylan, Charlie s'est peut-être libéré de notre sucrerie, de notre gentillesse un peu emprisonnante. Charlie s'est peut-être libéré du 11 janvier et c'est un bon début. C'est un bon début, Pascal Blanchard. C'est Charlie. On ne va pas être étonné d'être dérangé, perturbé, choqué. C'est ce qui a fait son identité, c'est ce qui continuera à faire son identité, c'est ce qui fait ce pays fantastique de pouvoir dire des choses, y compris des choses extrêmement difficiles à regarder. Bête, méchante et atroce, vous êtes d'accord ? Il est là pour ça. Oui, elle dit simplement la liberté d'expression est sans limite ou elle n'est pas. Voilà. C'est nos limites, c'est fait pour choquer, c'est fait pour déranger, c'est fait pour insulter. J'ai jamais aimé Charlie, je trouve ça tout à fait normal et bien qu'il existe. Ouais. Hélène Jouan, vous rejoignez le cœur du consensus, même ce soir. Consensus mou, émollient. Voilà, c'est ça. Anti-consensus, on s'en sort plus. En fait, vous êtes tous méchants, alors. Vous êtes tous bêtes et méchants. Pas autant que vous, c'est pas possible. Les chants de Charlie, quand on lit le livre magnifique de Luz, Catharsis, les chants de Charlie savaient très bien que tout ce qui est arrivé autour d'eux, cette transmutation d'un journal en organe central de la République, voilà, c'était pas eux. Alors c'était très bien qu'il y ait une solidarité, c'était évident, et on l'a vécu nous-mêmes, mais en même temps, c'était pas eux, c'était pas leur histoire. Donc là, ils retrouvent. Je ne suis pas sûr qu'ils le font exprès, mais ils sont en train de briser ce consensus autour d'eux, et je pense qu'ils en ont besoin pour exister. Alors, Yakana, vous avez un dessin avant les photos de la semaine ? Oui, donc une France un peu qui décline, parce que la France n'arrive plus à importer les demandeurs d'asile, qui disent on préfère l'Angleterre, et la France n'arrive plus à exporter son humour bête et méchant, on préfère l'humour anglais. Merci en tout cas Claude, superbe chronique. Alors vous avez tous les trois choisi une photo, Pascal Blanchard, miracle à Créteil. Ouais.
Mais qu'est-ce que c'est que Comment cette c'est histoire Eh ouais. Mais- Vous ne connaissez pas, vous n'allez pas jusqu'à là-bas. Miracle à Milan, on connaît, c'est un vieux. vieux film, mais Miracle à Créteil, allez. Miracle à Non. Milan, où bonjour veut vraiment dire bonjour. Ouais, non, mais ce qui est fantastique, c'est qu'on a affaire à une image qui moi, me rappelle ce que Houphouët-Boigny avait fait à Yamoussoukro, au plein milieu de la forêt, construire une cathédrale pour bien signifier où étaient les frontières de la chrétienté. Et c'était en pleine jungle. Il avait construit dans son village. Quand vous alliez vous promener à Yamoussoukro, vous découvriez cette immense cathédrale avec ses vitraux fantastiques et compagnie, où la climatisation tournait. Et là, elle est petite, elle ressemble à une moule. Oui, cette attention, cathédrale, parce que- pardon, mais- J'aurais pas comparé ça à une moule, j'aurais plus été vers un immense phallus qui montait vers le ciel, mais c'est ce que je voulais dire. Donc vous m'avez pris j'ai un pas mot. vu le bout. Eh oui, regardez le bout, c'est très important. Il y a deux éléments. Votre psy est en vacances. Exactement, exactement. 57 mètres de haut pour la boule. Donc, J'avais pas vu la tour. tour. Exactement, c'est la tour qu'il faut regarder. Et la croix qui est en haut, c'est pour ça d'ailleurs que c'est une Chacun cathédrale. son tempisme. Et quelque part, on marque là un territoire. Comme si la chrétienté, à Créteil, voulait marquer une frontière. Ouais. Et j'ai trouvé que c'est extrêmement symbolique d'avoir poussé. Et la photo, c'est la photo surtout qui est intéressante. Elle monte au-dessus des tours. Comme si ce message devait dominer ce quartier, devait dominer la banlieue. Et regardez la symbolique qui est derrière ça. C'est la première cathédrale du XXIe siècle construite en France, 10 millions d'euros. Il y a quelque chose que j'ai trouvé dans cette image-là de la construire là-bas, dans ces quartiers, au moment où on est en train de débattre sur les frontières, justement, internes de l'identité française, ce rapport à l'islam, qu'il y a en plus est inauguré, je l'annonce, par le, quand même, ministre de l'Intérieur. Donc c'est tout Et un des rapport. cultes. Et des cultes. Oui. Mais faut le attendez, taire. je comprends Mais pas. On n'a plus le droit de construire des je n'ai cathédrales. pas dit ça. Je dis juste cette photo, je l'ai trouvée. On est sur une photo, je vous le rappelle. Extrêmement symbolique. Elle dépasse les quartiers. Donc, mais il y a Elle un arrive- cadre, comme dans toute photo. Est-ce qu'il y a des tours plus grandes de part et d'autre? Il y en a des plus grandes, Ouais. mais c'est exactement. Rappelons quand on avait regardé cette cathédrale de Yamoussoukro, cette symbolique de pourquoi l'avoir construit là. C'était la frontière Bien. entre l'islam et la Et chrétienté. vous pensez pas qu'on l'a construit là simplement parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens et qui ont. Mais bien entendu, c'est une évidence. Voilà. Mais en même temps, pourquoi on fait cette photo-là? Interprétation. Pourquoi le photographe a choisi cet angle-là pour que Et la croix soit au-dessus voilà. du Peut-être C'est ça qui m'a interpellé dans la pour nourrir votre discours. Allez voir votre photo, allez voir votre photo avec le deuxième plan. Alors, eh ben Une télé, justement, peut-être. eh ben justement, Gaspard de l'avoir Koenig. prise vous-même. Alors, la photo de Gaspard Koenig, qui est ce type? Eh ben, ce type, c'est le fondateur. Frédéric Mazzella, PDG de Blablacar. Le fondateur de Blablacar. Blablacar qui a fait donc une levée de fonds record de plus de 100 millions d'euros, qui est valorisé maintenant, plus de 100 millions d'euros, qui est valorisé maintenant à Oui. plus de $1 milliard. Et Blablacar, c'est le covoiturage. Hein. c'est le covoiturage, On voilà. possède Et plus sa c'est voiture, on vraiment, partage. c'est le capitalisme et le capitaliste de demain, c'est-à-dire c'est le patron en jean. Bras de chemise. Voilà, distribue exactement. l'argent. Il a de quoi s'acheter un nouveau jet. Attends, laissez-le Les parler. manches retroussées, pas trop rasées. Et puis Blablacar, c'est le capitalisme de demain, c'est-à-dire c'est un capitalisme avec beaucoup de capital, mais sans objet, puisque bien sûr, ils ont quelques centaines d'employés, et puis ils n'ont pas de, Avec ils des n'ont pas de contrats. voiture. Ils ont des contrats, les Ils n'ont employés, pas de flotte, ça, ils ont c'est hélas des contrats, mais ça on pourra en reparler. Hélas, le cri du cœur. Il est en droit français, le pauvre garçon, et c'est Ils ont d'ailleurs des un salaires miracle aussi. qu'il ait réussi à faire aussi bien en droit français. Et sa Et richesse, c'est les voitures des autres. c'est vraiment l'économie de demain. C'est très bien que ça arrive en France. C'est aussi une entreprise qui ne fait pas de profit, hein, une entreprise qui est en déficit tous les ans, comme Amazon et comme jusqu'à très récemment Facebook. Mais il Et paye c'est- des impôts. et Mais c'est non, aussi puisqu'il est en ça. déficit, c'est le Ah, bonheur, C'est c'est le aussi royaume ça. de Après, l'ibéralisme. donc là, il va néanmoins payer l'IS, mais Qu'est-ce que la question vraiment, non, en rationalité, mais j'y connais rien, je suis nul et il est plus balèze que moi. Mais une entreprise qui est en déficit, mais qui passe son temps à voir sa valorisation exploser, ça s'appelle une bulle. Exactement. Moi, j'ai un beau-frère qui est patron de PME en province. Je vous jure que s'il fait Il fait des bulles. il n'a pas l'impression Non, d'être mais plus riche. Claude a D'accord. entièrement raison. Laissez Vous pensez- Gaspard Koenig Vous répondre. pensez que Google, c'est une bulle? Bah, je On sais doit pas, fuir Google. mais il est sympathique, j'adorais ça. C'est pas Mais une je vous bulle, ça assure- s'appelle. Je vous ça assure du s'appelle- point de vue de c'est mon le- beau-frère qui est c'est une le boîte de moteur. Son beau-frère c'est fait des bizarre. bulles, hein, C'est le Gaspard. moteur même. Oh, pardon. Mais C'est le moteur même de la création d'entreprises du capitalisme depuis le 19e siècle. C'est que précisément pourquoi vous empruntez de l'argent à votre banquier, eh bien parce que vous ne commencez pas tout de suite à faire des Non, mais bénéfices. il n'entraîne pas. Son Voilà. exercice est déficitaire, vous nous dites. Ou alors c'est vous qui racontez mal. Absolument. Son exercice est déficitaire, Absolument. donc il est de plus en plus riche. très bien. Eh ben, c'est juste, mais parce ben. que les gens font le pari que ce sont Le pari de des demain. entreprises à croissance exponentielle, D'accord. non seulement parce que le nombre d'utilisateurs est exponentiel, mais surtout parce qu'ils sont en train d'assembler le pétrole de demain. Et le pétrole de demain, c'est la data. Oui, mais C'est les données. c'est bien un pari. Et ces entreprises, Eh bien- ces entreprises-là assemblent des data. Et d'ailleurs, ils sont maintenant sur 3 continents. La Ils sont un quatrième. réponse Et soyons fiers d'avoir une de ces entreprises style Silicon française. Valley. Voilà, il Mais peut en mourir. déficit. Et là, à mon avis, il a 2 ans de blabla gratuit. là. Yakana, la réponse de Yakana. Il a tout là. Yakana. Yakana prendre blabla. Yakana. Le patron de Blablacar qui dit à ses passagers, ce covoiturage, j'avais dit sans bagages, je vais à la banque et le coffre est plein. Alors, loin
loin des bulles et légèrement sous-estimées et sous-valorisées, les étoiles, non, les lions de mer, pas les phoques de mer, mais les lions de mer d'Hélène Jouan. Ouais, c'est mon petit côté Brigitte Bardot. Méconnue. Mais non, j'ai trouvé que c'était insoupçonnable. J'ai trouvé que ça pourrait servir d'affiche, en tout cas pour la COP21, parce que la COP21, elle s'ouvre d'ici quelques semaines après. Et en réalité, d'abord, on n'en sait pas grand-chose. On a l'impression que ça patine quand même et qu'on va avoir beaucoup de mal à trouver un accord. François Hollande ne cesse de dire que s'il n'y a pas d'accord avant d'arriver, on n'en trouvera pas un à Paris. Ça représente le diplomate. C'était une belle image. Non, et en plus, la COP21, je trouve qu'elle sous-estime complètement le problème de l'océan. Non, du lion de mer en particulier. Des océans. Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a mis un petit peu de côté. Alors aujourd'hui, il y a des chercheurs, des experts qui disent attention, évidemment que c'est un enjeu absolument très important dans tout l'écosystème. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil. En même temps, il faut la sieste. Donc, ça, et bien ils se reposent parce qu'ils viennent d'être sauvés. Ils ont donc pu se nourrir. Je crois qu'ils attendent les résultats de la COP21. Et on peut renvoyer au site internet de WWF qui vient de publier son rapport annuel sur l'état des océans. C'est parfaitement alarmant. Tous les vendredis, sans transition, un type neurasthénique mais secrètement guilleret, paraît-il, Benoît Forjard propose sa dérive des continents, une géopolitique au travers de territoires improbables. Ce soir, comment être sûr et certain de voir sa manifestation perturbée par des femmes poitrinaires, autrement dit des fémènes. Regardez, c'est épatant. Bonsoir. La semaine dernière, des fémènes se sont invitées au salon musulman du Val d'Oise. Mais combien de colloques sont chaque week-end gâchés parce qu'aucune fémène n'y a pointé le bout de son sein? Apprenons ce soir comment être certain de voir sa manifestation perturbée par des fémènes. Pour commencer, soyez subtils. Multiplier les provocations contre les femmes est évidemment la base. Mais un discours rétrograde ne suffit hélas pas toujours. Militer pour l'éradication du gluten n'attirera aucune fémène, mais une poignée d'agriculteurs en colère et moins glamour que vous aurez toutes les peines du monde à évacuer. Inutile non plus d'annoncer dans les rues de votre ville la tenue d'un salon de la femme domestique, comprenant un concours de vaisselle tandis que des lapins seront débités en direct pour façonner le manteau de la gagnante. Abonder en sexisme sera vite repéré comme une manœuvre grossière pour les attirer. Et les fémènes ne viendront pas, car elles ont d'autres chats à fouetter que le vôtre. D'autres méthodes, comme celle consistant à préparer une salade géante de quinoa, ont pu faire leurs preuves. Mais rappelons qu'il ne s'agit pas seulement d'attirer des fémènes. Il faut que ces fémènes soient en colère, sans quoi ça n'a évidemment pas de sens. Allons alors au plus simple. Vous souhaitez attirer des fémènes mais n'en avez pas les moyens? Annoncez simplement que les petites filles de votre école municipale seront désormais astreintes à un régime minceur. Si tout se passe bien, l'effet sera immédiat. En raison de l'envahissement de l'écran par des fémènes, votre épisode de Dérive des continents ne peut aller à son terme. Son narrateur vous donne rendez-vous la semaine prochaine et vous souhaite une bonne soirée à tous. Ouais, de mieux en mieux, non, Forjard? Hein? On s'incline. Normalement, elle devrait arriver, là, non? Oui, attends, Yakana habillé. Yakana. Oui, comme il y a des fémènes un peu partout, maintenant, j'ai fait un vieux couple et une dame qui dit à son mari « Chérie, je rentrerai tard, je vais faire fémène à la maison de retraite du coin. » Merci Yakana, merci à tous les trois. Merci à tous les trois. 28 minutes est terminé. Disponible en replay enrichi sur l'antenne d'Arte ce soir. Le poulet farci de récompense, c'est le poulet court-métrage de Claude Berry qui avait été oscarisé à Hollywood en 1966. C'est à minuit 10. Et à 20h50, une enquête du commissaire Marthaler. Renaud Dely en trépigne d'impatience. On se retrouve lundi avec Eric Cantona. Ça, c'est pour Claude Askolovitch. Tchuss, Miss Morgan. Miss Montag.